Quel est le prix réel de la survie quand l'ordre établi s'effondre en poussière? Les voûtes de pierre des cités portuaires s'écroulent, les galères marchandes s'embrasent, les populations s'enfuient. Les lourds chars de combat, autrefois symbole invincible d'une hégémonie militaire absolue, s'enlisent dans la boue côtière, tenus en échec par une infanterie légère dépourvue d'armure. Les grands empires hittites et mycéniens, monolithes inébranlables depuis des siècles, s'effondrent l'un après l'autre en l'espace de quelques années. Les routes commerciales de la Méditerranée sont réduites en lambeaux. L'étain ne parvient plus de l'Orient lointain. Le cuivre n'est plus déchargé sur les docks bourdonnants. La chaîne économique complexe de l'âge du bronze se rompt, stoppant net les productions stratégiques. Les dérèglements climatiques et une sécheresse persistante anéantissent les récoltes. La famine chasse des peuples entiers de leurs terres épuisées, transformant les agriculteurs d'hier en envahisseurs impitoyables. Au printemps de l'an 1208 avant notre ère, le soleil sur la côte s'obscurcit sous l'épaisse fumée des colonies incendiées. À l'ouest des frontières de l'Égypte ancienne, une menace nouvelle et sans précédent prend forme. Les escarmouches mineures pour le contrôle des rares points d'eau dégénèrent en un mouvement de masse global. Le chef libyen Mériet s'empare du pouvoir suprême. Sous une bannière de fer, il unit des tribus du désert disparates, ennemies depuis des décennies. Dans son campement, qui ne cesse de s'étendre, afflue un flux ininterrompu d'étrangers mystérieux, rejetés sur le rivage par l'effondrement systémique du vieux monde. Des mercenaires, des pirates, des parias de guerre. Ceux que les scribes des temples d'Égypte nommeront plus tard les peuples de la mer. Ils parlent des dizaines de langues différentes. Dans leurs forges de campagne, le bronze capturé au combat fond jour et nuit. On y forge de nouvelles et longues épées de taille, conçues spécifiquement pour la brutalité du corps à corps. Ce n'est pas une armée traditionnelle, c'est une coalition sans retour, surgie du chaos. Une frontière géographique sépare deux réalités absolument incompatibles. À l'est s'étend l'Égypte ancienne, une machine bureaucratique hautement organisée, des réserves de nourriture colossales, une logistique méticuleuse et des registres fiscaux rigoureux. À l'ouest, la force aveugle et sans compromis de migrants affamés. L'Égypte de 1208 avant Jésus-Christ est verrouillée derrière ses propres frontières fortifiées. Dernier rempart de stabilité de la civilisation, elle est devenue un aimant irrésistible pour les tribus désespérées. Le contrôle total de greniers remplis à ras-bord s'est transformé en un facteur de risque majeur. La richesse accumulée devient une condamnation à mort. La diplomatie est totalement impuissante face à ceux qui n'ont plus rien pour nourrir leur famille. Les éclaireurs frontaliers traversent les dunes brûlantes, épuisant leur monture jusqu'à la mort. Les bêtes s'effondrent, foudroyées par la déshydratation. Les messagers livrent des rapports urgents aux commandants des garnisons de l'Ouest. Les tablettes d'argile et les papyrus sont déchiffrés à la lueur blafarde des lampes à huile. La panique s'empare instantanément des nomarques régionaux. Ce n'est pas un raid saisonnier typique pour le butin ou les esclaves. Le renseignement signale le mouvement continu de lourds chariots aux roues de bois. Les femmes marchent, les enfants marchent. Ils poussent devant eux un bétail épuisé. Cette horde de plusieurs milliers d'âmes se déplace lentement mais inéluctablement, fermement décidée à s'installer sur les terres fertiles du delta du Nil et à anéantir quiconque se dressera sur son chemin. Un éclaireur égyptien est allongé dans le sable brûlant au sommet d'une dune. Une sueur âcre lui brûle les yeux. En silence, il compte les feux dans le camp ennemi. 10, 50, 200. Il perd le compte,
réalisant l'ampleur réelle de la catastrophe. Le vent sec d'ouest apporte une odeur distincte de roussi et le grondement incessant de milliers de voix humaines. Dans les salles fraîches et ombragées des palais, les fonctionnaires recomptent nerveusement les stocks de grains et de pointes de flèches en bronze. Ils tentent d'évaluer mathématiquement l'échelle de la horde qui approche. Les chiffres dans les rapports militaires gonflent de jour en jour. Comme il est gravé dans la pierre à Karnak, les étrangers sont venus, et leur plan était aussi ferme que le cuivre. Ces textes gravés deviendront les preuves principales d'une époque féroce. Pour l'instant, les scribes se contentent de consigner froidement les faits. Le contrôle des puits de l'Ouest est perdu. Les lignes de ravitaillement vitales sont coupées. Les feux de signalisation des avant-postes les plus lointains ne s'allument plus. L'ennemi massacre méthodiquement et de sang-froid les patrouilles avancées, aveuglant totalement le renseignement égyptien. Des centaines de tentes de campagne éparses fusionnent progressivement en une mer infinie de cuir cousu et de bronze affûté. Le mouvement de cette masse est impossible à arrêter par les vieilles méthodes ou la persuasion. Les épées de cuivre et le désespoir des migrants se resserrent comme un nœud coulant sur la gorge de la frontière occidentale du delta du Nil. Alors que ce nœud coulant se resserre impitoyablement dans la tension funeste de Memphis, le vieux pharaon Merneptah évalue avec un calcul froid la profondeur de la catastrophe imminente. Des messagers font irruption dans la salle du trône. Leur poitrine halète lourdement après une longue course. Ils jettent sur le sol de pierre des sacs de cuir poussiéreux. Les tablettes d'argile portent les rapports laconiques des gardes-frontières survivants. Le pharaon brise personnellement les sceaux de cire. Son regard glisse rapidement sur les symboles gravés. Aucune émotion superflue. Seule l'analyse brute et cruelle fonctionne. Le renseignement militaire signale la présence de lourds chariots de bois dans les rangs ennemis. À l'intérieur, siègent femmes et enfants. Derrière, suivent des troupeaux de bétail décharnés. Ce seul fait change radicalement la perception de la situation. Les pillards nomades ordinaires n'emmènent jamais leur famille avec eux. Le souverain de l'Égypte ancienne perçoit instantanément la vérité brutale. Cela ne ressemble en rien à un raid saisonnier pour l'or ou les esclaves. C'est une guerre totale d'éviction. L'ennemi est venu pour prendre définitivement la terre fertile. Il a l'intention de la purger méthodiquement de sa population autochtone. Des ordres tranchants se répandent dans la vallée du Nil à la vitesse des coursiers les plus rapides. Les paroles du pharaon tombent sans appel. Abandonnez tous les petits forts frontaliers. Repli immédiat. Brûlez les champs non récoltés sur le passage de l'ennemi. Comblez les puits avec du sable. Une telle décision plonge l'élite de la capitale dans un état de choc profond. Des hauts fonctionnaires blêmissent en plein conseil de guerre. Leur luxueux domaine personnel à l'ouest du delta se retrouve sans aucune protection militaire. Des dignitaires influents exigent ouvertement l'envoi de troupes régulières pour garder leurs terres privées. Merneptah reste un roc de glace. Défendre des dizaines de points dispersés signifie la mort certaine de l'armée, morceau par morceau. Les petites garnisons égyptiennes seraient balayées par la foule des migrants en quelques heures. L'armée doit se rassembler en un seul point monolithique. Celui qui tente aujourd'hui de sauver sa propre maison perdra inévitablement l'État tout entier. En cette 5e année de son règne, le roi lance la mobilisation la plus vaste et la plus impitoyable de la longue histoire du pays. Parmi la population civile, des rumeurs sombres se propagent à toute allure.
Des réfugiés exténués venant du lointain nord arrivent dans les villes frontalières. Ils apportent des récits brefs et terrifiants. La grande cité marchande d'Ougarit a été réduite en cendres. Sa célèbre flotte a été anéantie dans les ports. Le puissant royaume hittite a simplement cessé d'exister sous les coups de hordes inconnues. Les grands centres alliés sont tombés les uns après les autres. Ils n'ont pas tenu plus de quelques jours. La panique rampe rapidement dans les rues commerçantes étroites de Memphis et de Thèbes. Les gens enterrent à la hâte leurs grains dans des fosses. Les riches marchands barricadent les lourdes portes en bois de leurs entrepôts. Dans les temples, les prêtres doublent précipitamment le nombre de rituels quotidiens. Ils espèrent sincèrement racheter leur salut face à l'effondrement du vieil ordre mondial. Mais l'odeur de l'encens qui brûle est incapable d'arrêter les lourdes lames de cuivre. Seule la violence étatique, organisée à l'extrême, est capable de freiner ce chaos primitif. Le vieil État se transforme rapidement en un mécanisme militaire unique et rodé. Partout dans le pays, des milliers de fourneaux s'allument simultanément. Les ateliers d'armement travaillent sans relâche, jour et nuit. Le cuivre fond continuellement dans des creusets d'argile incandescents. Les artisans coulent par milliers de nouvelles pointes de flèches plus solides. Les scribes enregistrent méticuleusement chaque bouclier de bois sortant de l'arsenal. À Thèbes, un vieux forgeron à la peau sombre essuie silencieusement la suie âcre de son visage. Ses mains noueuses sont couvertes de brûlures fraîches. Il affûte méthodiquement le tranchant d'une lourde hache de bronze. Il connaît parfaitement un fait immuable. De l'affûtage de cette lame précise dépend directement la survie de ses propres enfants. Dans les casernes, on répare à la hâte les chars de combat. Les charrons remplacent les rayons fêlés et tendent des peaux de bœuf fraîches. Les messagers de l'État frappent aux portes des maisons. Ils convoquent les vieux vétérans des campagnes passées. Ces hommes se battaient encore en Syrie il y a des décennies. De vieux soldats couverts de cicatrices sortent de leurs coffres en bois leurs cuirasses de cuir poussiéreuses. Ils ne perdent pas de temps en longs adieux. Les guerriers expérimentés ne connaissent que trop bien le prix réel d'une défaite militaire. À la mi-juillet de l'an 1208 avant Jésus-Christ, les processus de mobilisation atteignent leur apogée. Des régiments d'infanterie disparates convergent lentement vers les points de rassemblement du Nord. Des dizaines de milliers d'hommes marchent sur le sol brûlant sous un soleil de plomb impitoyable. Une poussière épaisse s'élève en une haute colonne jaune au-dessus des routes. Les commandants répriment cruellement et publiquement la moindre tentative de désertion. Les tribunaux de campagne fonctionnent avec une rapidité extrême. Les sentences sont exécutées directement devant les rangs des recrues terrifiés. Une discipline de fer devient le seul rempart fiable contre la peur de masse grandissante. La machine de guerre égyptienne doit fonctionner comme un organisme unique, absolument sans âme. Les troupes, rassemblées en formation serrée, sont prêtes pour une longue marche vers le nord. Mais les informations sur l'ennemi lui-même restent d'une pauvreté effrayante. Les schémas tactiques égyptiens standards ont été élaborés pendant des siècles pour des batailles rangées contre les armées régulières des voisins. Ils supposent des manœuvres complexes de chars légers et de longs échanges de flèches à distance. Cependant, quelques éclaireurs blessés arrivent au quartier général du pharaon. Ils ont survécu aux toutes premières escarmouches sanglantes sur les confins occidentaux. Ces soldats mutilés jettent sur la table, devant les généraux, les armes capturées aux étrangers. Les commandants examinent les trophées dans une confusion totale. Ce sont des épées droites, longues,
et inhabituellement lourdes. Elles ne sont pas forgées pour les stocks ou le combat de ligne à distance. Ces lames massives sont créées exclusivement pour une boucherie agressive, chaotique et impitoyable au corps à corps. L'état-major égyptien réalise soudain un fait extrêmement terrifiant. La doctrine militaire classique de l'Empire invincible pourrait s'effondrer totalement dès le premier choc frontal avec les avant-gardes ennemies. La doctrine militaire classique de l'Empire invincible pourrait s'effondrer totalement dès le premier choc frontal avec les avant-gardes ennemies. Cette prise de conscience glaciale ne survient pas dans les bureaux feutrés de la capitale. Elle naît dans la poussière des confins occidentaux les plus reculés. Bien avant l'arrivée des forces principales du pharaon, de légers détachements de reconnaissance égyptiens entrent les premiers en contact visuel direct avec l'ennemi. Les chars de patrouille contournent lentement les hautes dunes de sable. L'air brûlant déforme l'horizon. Les chevaux s'ébrouent nerveusement, sentant l'odeur forte des corps sales et du roussi. De la nappe jaune continue émergent silencieusement les premiers rangs des étrangers. Des mercenaires chardanent. Des guerriers aux lourds casques à cornes. Ils ne se forment pas en phalanges profondes classiques. Ils n'attendent pas le signal du corps pour commencer la bataille selon les règles. Ils se lancent simplement dans une course effrénée. La distance entre les adversaires se réduit à une vitesse effrayante. Les archers égyptiens tendent par habitude leurs cordes raides. Des centaines de flèches percent simultanément l'air brûlant. La première vague d'assaillants s'effondre sur le sable. Mais la masse humaine grise ne ralentit même pas le pas. La vitesse de leur approche brise instantanément le rythme mathématique habituel d'un combat de manœuvre régulier. La distance disparaît à toute allure. L'ennemi percute de plein fouet les rangs des gardes-frontières. C'est alors qu'entrent en jeu ces fameuses nouvelles épées droites et longues. Le bronze massif fend l'espace sec avec un sifflement sourd. Ce ne sont pas les coups d'estoc précis et soignés des poignards égyptiens traditionnels. C'est une force aveugle, une agression pure, faite de larges coups de taille. Les boucliers de bois traditionnels des fantassins égyptiens volent en éclats. Le cuir de bœuf épais est transpercé de part en part. Cette protection avait été conçue pendant des siècles uniquement pour arrêter des flèches de roseaux légères en fin de course. Elle est absolument inutile contre l'énergie cinétique écrasante d'une lame massive qui s'abat. Un coup, un craquement de bois, un cri. L'infanterie égyptienne tente désespérément de se reformer en une ligne défensive serrée. L'ennemi ne leur laisse pas une seule seconde pour une manœuvre tactique complexe. Les migrants lourdement armés imposent brutalement le combat au contact. Au milieu du printemps de l'an 1208 avant Jésus-Christ, la vieille tactique de la guerre à distance meurt sous le poids du cuivre étranger. Les chars d'élite égyptiens perdent instantanément leur principal avantage, la vitesse. Les légers attelages s'enlisent dans le sol meuble, tentant en vain de rompre la distance. L'infanterie ennemie agit de manière imprévisible. Il ne fuit pas devant l'aspect terrifiant des attelages lancés au galop. Des hommes affamés se jettent directement sous les sabots. Ils tranchent impitoyablement les jarrets des chevaux avec leurs longues lames. Les équipages s'écrasent au sol dans un fracas de bois brisé. Les chars renversés deviennent des obstacles inutiles. La dynamique d'un combat mobile se transforme en une boucherie statique. L'armée égyptienne s'était appuyée pendant des siècles sur l'épuisement méthodique de l'adversaire à distance de sécurité.
Les nouveaux venus ont apporté avec eux la tactique de l'anéantissement physique total au corps à corps. Les éclaireurs survivants, sur des chevaux couverts d'écume, apportent ces rapports à l'arrière. Les comptes rendus sont d'une sécheresse absolue. Les faits paralysent le commandement régional. Les généraux d'état-major, sous leurs tentes fraîches, lisent les premiers rapports de pertes. Les statistiques sont impitoyables. Le taux de survie des patrouilles avancées tend vers 0. La formation traditionnelle de l'armée régulière égyptienne exige un large espace opérationnel. Elle a un besoin vital d'une coordination visuelle stricte des actions. Les peuples de la mer imposent un chaos aveugle. Les rapports provoquent une véritable panique parmi les officiers supérieurs. Les longues lames fonctionnent comme une force de destruction implacable. Elles fauchent méthodiquement, rang après rang, les premières lignes des défenseurs. L'appareil bureaucratique de l'Empire est confronté à un phénomène qu'il est impossible de prédire ou de contrôler. Les forts frontaliers isolés sur la frontière occidentale reçoivent le premier choc brutal de l'invasion à grande échelle. C'est le point culminant sanglant de l'affrontement entre deux doctrines militaires absolument différentes. Les petites garnisons tentent désespérément de tenir leur position fortifiée. C'est une tentative vouée à l'échec. Les murs épais en briques crues ne sauvent pas des dizaines de milliers de migrants qui montent à l'assaut. L'ennemi ne construit pas de machines de siège. Il ne procède pas à de longs travaux de sape. La coalition pousse simplement avec une masse infinie de corps. Les défenseurs épuisent méthodiquement tout leur stock de flèches. Les cordes des arcs lâchent sous la tension continue. Puis vient le silence. La vague de migrants submerge les parapets. Les administrations de la capitale enregistrent l'arrêt total des livraisons de vivres dans les secteurs ouest. À Memphis, les scribes prennent leur calame et d'un mouvement régulier, rayent des régiments entiers des listes de soldes de l'État. Personne n'envoie de détachement de secours. Personne ne perd de temps à compter les morts. Soudain, une autre anomalie terrifiante est révélée. La coalition ennemie ne s'arrête pas pour piller méticuleusement les forteresses capturées. La horde laisse derrière elle des ruines fumantes et poursuit son mouvement monolithique vers l'avant. Leur objectif principal n'est pas l'or des trésoreries. Leur but est la rupture de la ligne de défense. Chaque retard des défenseurs se traduit par la perte de nouveaux territoires. La machine de guerre égyptienne devient rapidement aveugle. Chaque jour, des patrouilles de reconnaissance disparaissent. Les restes des troupes frontalières qui battent en retraite en combattant portent en eux le virus d'une peur incontrôlable. Les récits sur les épéistes invulnérables se propagent parmi les recrues. Cette peur animale brise le moral de l'armée bien plus vite que le cuivre ennemi ne perce les armures. Le pharaon a besoin de toute urgence d'une solution radicalement différente. Le souverain comprend l'arithmétique simple de la guerre. Un combat classique en plein désert mènera à coup sûr à la défaite de l'Empire. La horde ennemie est plus manœuvrable dans le chaos. Le vieux monarque se penche en silence sur une carte. Il lui faut une géographie spécifique. Il cherche le point tactique idéal. Le point où l'avantage écrasant de l'ennemi au corps à corps deviendra son piège mortel. Son doigt glisse lentement sur le papyrus. Son regard s'arrête sur un goulot d'étranglement étroit. Là où les marais infranchissables rencontrent les sables morts, s'élève la forteresse solitaire de Périr. La forteresse solitaire de Périr devient le centre géographique du carnage qui s'annonce. Merneptah prend une décision froide, mathématiquement calculée. Il ordonne de cesser totalement les affrontements frontaux chaotiques à la frontière. L'ordre semble dément aux généraux de la capitale. S'écarter, laisser l'ennemi pénétrer profondément à l'intérieur du pays.
livrer des hectares fertiles au saccage des étrangers. Cela ressemble à une folie tactique ou à une lâcheté de vieillard. Les officiers supérieurs grincent des dents dans une rage impuissante en observant le repli des unités de pointe. Mais le vieux pharaon voit bien plus loin que ses commandants ambitieux. Il attire délibérément la horde colossale de migrants dans un gigantesque piège naturel. Il prépare méthodiquement un traquenard mortel. Commence alors une marche forcée de plusieurs jours pour l'armée régulière égyptienne. Les régiments bien entraînés quittent la sécurité des camps du nord. Les troupes progressent sous le soleil brûlant du milieu du printemps de l'an 1208 avant Jésus-Christ. Les premières heures de route sont accompagnées d'une brève euphorie. Les soldats croient sincèrement à un massacre rapide des sauvages. Mais le soleil blanc et impitoyable brûle vite cet optimisme naïf. Commence alors une routine mécanique et épuisante. Le pas lourd de dizaines de milliers de soldats soulève dans l'air un mur impénétrable de poussière jaune. La chaleur fait fondre l'esprit. La soif dessèche la gorge de manière insupportable. Les lourdes cuirasses multicouches se transforment en fours ardents sur le corps des fantassins. Une gorgée d'eau tiède et trouble, provenant d'une vieille outre en cuir, devient la seule récompense pour les kilomètres exténuants parcourus. Les officiers, armés de fouets, imposent continuellement un rythme impitoyable. L'arrêt est strictement interdit. Les recrues qui s'effondrent d'un coup de chaleur sont simplement traînées sur le bas-côté poussiéreux de la route. L'armée doit occuper les positions assignées avant l'arrivée de la masse principale de l'adversaire. Le mécanisme est lancé et ne peut plus être arrêté. Le lieu de la bataille générale est choisi avec un pragmatisme de glace. Un espace étroit. À gauche s'étendent les marais profonds et putrides du delta du Nil. À droite s'élèvent les dunes mortes et absolument arides du désert libyen. Entre les deux s'étire un étroit corridor de terre ferme. C'est précisément là que s'engouffre lentement la masse lourde des tribus libyennes et des mercenaires chardanes. Ils avancent en une foule compacte avec leurs familles, leurs troupeaux et leurs chariots. La horde s'enfonce aveuglément dans le goulot d'étranglement. D'une seule décision, le pharaon prive l'adversaire de son principal avantage tactique. Il leur retire totalement l'espace. Dans ce défilé artificiel, les nouvelles longues épées de taille perdent instantanément le rayon d'action nécessaire. Les envahisseurs n'ont tout simplement plus la place de prendre leur élan pour frapper. Les lourdes roues de bois des chariots des migrants s'enlisent profondément dans la boue frontalière. Le nombre immense des tribus passe d'une force écrasante à une vulnérabilité fatale. La foule incontrôlable commence lentement à s'écraser elle-même. L'aube déchire brutalement le voile de brume épaisse qui nappe les marais. Les migrants s'éveillent au grondement sourd et cadencé des tambours. Ils s'extirpent de leurs tentes éparpillées et scrutent l'horizon. Le choc matinal pétrifie instantanément les chefs nomades. Le passage étroit est totalement verrouillé. Devant eux se dresse, monolithique, un mur infini et étincelant de lourds boucliers égyptiens. Les écailles de bronze des armures jettent un éclat aveuglant sous les premiers rayons du soleil levant. Aucun mouvement désordonné, aucun cri de guerre. Seul règne l'ordre absolu et terrifiant des régiments réguliers déployés en une ligne parfaite. Des milliers de lanciers sont figés comme des statues. Les charretiers tiennent fermement les rênes, apaisant leurs chevaux dressés au combat. Le silence des défenseurs résonne de manière sinistre aux oreilles des nouveaux venus.
La machine de guerre égyptienne attend son heure, muette. La géographie elle-même se fait soudain hostile aux envahisseurs. L'eau stagnante des marécages voisins grouille de miasmes. Le sable brûlant du désert tue par sa chaleur insoutenable. Le chemin du retour est obstrué par leurs propres convois encombrants et par les dizaines de milliers de membres de leurs tribus qui les suivent. Le génie tactique du vieux souverain se mue en un instrument de précision pour une lente destruction psychologique. Les Égyptiens ne font pas un pas en avant. Ils n'attaquent pas les premiers. Ils se contentent de rester là, fixant les condamnés. Cette attente épuisante et visqueuse brise la volonté des nomades bien plus sûrement qu'une grêle de flèches de roseaux. La chaleur s'intensifie inévitablement à chaque heure qui passe. Les réserves limitées d'eau potable dans le camp géant des migrants s'évaporent rapidement sous les rayons ardents. Soudain, le vent tourne brusquement. Il se met à souffler depuis les marais putrides, charriant une odeur de décomposition suffocante et des nuées denses d'insectes piqueurs. Les chevaux des migrants cèdent à une panique désespérée. Les bêtes rompent leurs attaches, piétinant aveuglément les tentes de fortune et les restes de provisions. Cet incident mineur déclenche immédiatement une réaction en chaîne de peur primaire au sein de la horde piégée. Les gens comprennent avec horreur qu'ils sont acculés. Le piège parfait s'est refermé sans qu'un seul coup d'épée ne soit porté. Une sensation physiquement palpable de carnage imminent s'installe. Les paroles du pharaon furent celles-ci. Qu'ils contemplent leur perte jusqu'à ce que la peur boive leur sang. Et ils regardent. Les chefs de la coalition chtonienne se réunissent en un conseil hâtif. Leurs visages sont gris de poussière incrustée et de la froide conscience de leur propre impuissance. Ils se disputent violemment, tentant de trouver une issue à ce labyrinthe mortel dans lequel ils se sont engouffrés avec joie. Le chef libyen Mériet crispe nerveusement sa main sur la poignée de son arme lourde. Il comprend clairement qu'il est pris dans une toile d'araignée tactique. Chaque minute de retard forcé épuise de manière catastrophique les forces de ces hommes indisciplinés. Chaque goutte de sueur âcre qui coule affaiblit imperceptiblement leur prise. L'immobilisme les tue. La guerre des nerfs entre dans sa phase la plus aiguë, la plus atroce. Le soleil sombre lentement et inéluctablement derrière l'horizon du désert libyen, plongeant le camp géant des migrants condamnés dans une obscurité étouffante et épaisse. Cette obscurité naissante devient le terrain idéal pour une toute autre bataille, où les prêtres égyptiens et les chamans de l'ennemi se préparent à porter leur premier coup invisible. Dans cette obscurité impénétrable, une toute autre lutte commence. Le ciel au-dessus des marais se couvre de lourds nuages noirs. Les étoiles sont totalement masquées. Le silence pèse physiquement sur les tympans. Dans le camp géant des migrants, des centaines de feux ternes s'allument. Les chamans libyens jettent des herbes séchées et des os d'animaux broyés dans les braises ardentes. Ils hurlent des incantations dans le vide, tentant d'implorer le salut auprès de leurs esprits. L'odeur de laine brûlée se mêle à la puanteur âcre des algues en décomposition. Ce rituel primitif est censé calmer la foule terrifiée, mais il ne fait que souligner l'ampleur de leur impuissance absolue. Les gens se serrent contre le feu, scrutant avec tension l'obscurité dense. Dans le camp des défenseurs, règne un pragmatisme glacial et impeccable. Le commandement égyptien utilise depuis des siècles la religion comme un instrument de précision pour le contrôle total des masses. La guerre des nerfs exige une arme idéologique puissante. Le vieux souverain rassemble autour de lui les hauts généraux et les grands prêtres. La lumière des torches résineuses
arrachent à l'ombre leurs visages sévères. Merneptah annonce avec assurance sa vision nocturne. Comme gravé dans la pierre, le grand dieu Ptah lui-même est apparu au roi en songe. La divinité a placé dans sa main une lourde épée de bronze avec l'ordre de rejeter toute peur. Ce geste n'a rien à voir avec une extase religieuse. C'est un calcul psychologique de sang-froid, mathématiquement calibré. La machine d'État met instantanément la vision en œuvre. Les officiers transmettent sèchement les paroles du pharaon le long des rangs de fantassins en faction. La rumeur d'une intervention divine directe cimente la discipline plus sûrement que les châtiments corporels. Les vétérans, couverts de cicatrices, serrent plus fort la hampe de leurs lances. La fatigue épuisante recule. Tandis qu'au quartier général du pharaon, on forge méthodiquement le monolithe idéologique, sur la ligne de front, le sang coule réellement. Les généraux n'ont pas l'intention d'attendre l'aube salvatrice. Ils envoient dans les fourrés marécageux et impraticables des détachements légers d'éclaireurs professionnels. Pas de cuirasses lourdes, pas de signes distinctifs. Seulement des pagnes sombres, des visages barbouillés de boue fétide et de courts poignards de bronze. Ce carnage nocturne est dépourvu de toute noblesse. Il se compose de brèves escarmouches dans l'obscurité moite et totale. Les patrouilles d'avant-garde des Chardanes tentent de contrôler le périmètre étroit autour du camp des migrants. Les mercenaires, lourdement armés, pataugent aveuglément, de la vase guante jusqu'aux genoux. Leurs nouvelles et longues épées de taille s'accrochent constamment aux tiges rigides des roseaux. Leur équipement de combat encombrant se transforme soudain en un fardeau fatal. Les saboteurs égyptiens agissent dans un silence absolu. Un coup porté depuis les eaux sombres, un râle, une chute lourde. Aucun cri sonore, seulement des clapotis sourds et le bruissement discret des tiges qui se brisent. Les envahisseurs sont méthodiquement exterminés un par un. Des pièges sont habilement disposés sur tous les sentiers secs. Des tendons solides tendus font trébucher les marcheurs. Des pieux aiguisés, cachés dans la boue molle, transpercent de part en part les semelles des sandales. Chaque mouvement erroné apporte la mort. L'un des guetteurs libyens se fige sur place. Il écoute. À sa droite, un clapotis à peine perceptible retentit. Il tourne brusquement la tête. Un geste bref. La lame large trouve sans faillir le point vulnérable au-dessus de la clavicule. Le corps s'affaisse lentement dans les fourrés. Le combattant égyptien ne perd pas une seconde à vérifier. Il se volatilise instantanément dans la brume nocturne. Ce nettoyage systématique paralyse totalement le périmètre de sécurité de l'adversaire. Les rares patrouilleurs survivants s'enfuient en panique vers les campements. Ils rapportent avec eux le virus dévastateur d'une peur à contrôler. Ils racontent de manière confuse l'existence d'ombres qui égorgent les hommes sans bruit dans les marais. La panique se propage à toute vitesse dans l'immense camp. Les femmes serrent leurs enfants contre leur poitrine. Les guerriers empoignent convulsivement la garde de leurs épées. Ils scrutent le vide d'encre jusqu'à s'en brûler les yeux. Ils attendent le coup mortel de partout. Soudain, l'imprévisible se produit. Un groupe de Chardanes, rendu fou par la tension, se rue de son propre chef dans l'obscurité. Il tente de contre-attaquer l'ennemi invisible. La discipline s'effondre. Des dizaines de combattants lourdement armés s'élancent dans les roseaux avec de grands cris. Ils frappent aveuglément les joncs, révélant leur position. Les tirailleurs égyptiens reculent avec sang-froid, attirant les mercenaires enragés profondément dans la fondrière.
Le bruit des hommes s'étouffant dans la boue résonne sur les eaux stagnantes. Cette perte insensée des meilleurs combattants finit de briser l'esprit de la coalition. L'armée régulière égyptienne demeure immobile. Les commandants ménagent les forces des principaux régiments lourds. Ils laissent les migrants sombrer lentement dans la folie, dans leurs pièges étouffants. Les réserves d'eau potable s'épuisent. Une nouvelle échauffourée violente, pour une gorgée d'eau, éclate juste à côté des chariots de bois. L'ennemi commence à s'autodétruire méthodiquement, avant même l'affrontement général. Enfermée dans ce piège brûlant, la coalition se désagrège rapidement de l'intérieur. La nuit cède la place à une aube grise, révélant l'éclat aveuglant de la ligne égyptienne à l'horizon. L'éclat aveuglant de la ligne égyptienne à l'horizon est la première chose que voient les migrants épuisés au premier rayon du soleil levant. L'aube n'apporte pas de fraîcheur salvatrice, elle apporte une chaleur impitoyable. Au-dessus de l'horizon du désert libyen s'élève lentement un disque blanc incandescent. Le jour se lève. Les écailles de bronze des armures et les lames des lances de milliers de fantassins égyptiens reflètent de concert cette lumière matinale. Cela crée un mur de feu infranchissable pour les yeux de l'adversaire. La ligne monolithique des lourds boucliers reste absolument immobile. Aucune manœuvre, aucun cri de guerre. Seul un silence de glace et l'ordre géométriquement parfait des régiments réguliers. Ce calcul froid et pragmatique brise la volonté plus sûrement que n'importe quel coup porté à la poitrine. Au sein de la coalition étroitement verrouillée, un processus irréversible de décomposition s'enclenche rapidement. L'immense horde commence à s'entre-dévorer vive. La ressource principale de survie est totalement épuisée. Les dernières réserves d'eau potable disparaissent vers le milieu de la matinée. Les cruches d'argile sont absolument vides. Les outres en cuir se sont ratatinées sous le soleil de plomb. La soif cesse d'être un simple inconfort physique. Elle se transforme en une torture totale. Langue gonflée, lèvres gercées, conscience embrumée. La physiologie de base prend le dessus sur toute solidarité tribale. Au pied même des lourds chariots du convoi, les premières bagarres éclatent. Les nomades libyens accusent ouvertement les mercenaires lourdement armés d'avoir volé le reste de l'eau. Les chardanes répondent par des coups de poing pesants. Les frères d'armes d'hier se saisissent convulsivement de leurs couteaux de bronze. Un carnage bref et insensé se déroule autour d'une flaque de boue séchée. Le grand chef Mériet perd totalement le contrôle des forces unies. Ses ordres hurlés se noient irrémédiablement dans le grondement croissant d'une foule de plusieurs milliers de personnes en panique. La discipline n'existe plus. Il ne reste que l'instinct de conservation. Sur une petite éminence, les scribes de l'état-major égyptien consignent les événements avec une froideur méthodique. Les rapports de reconnaissance décrivent précisément les signes croissants d'une hystérie de masse parmi les familles de migrants. Le commandant des archers égyptiens essuie calmement la sueur salée de son visage. Il observe attentivement la poussière épaisse et artificielle qui s'élève au-dessus du camp ennemi. Ce n'est pas la poussière d'une marche de combat organisée. C'est un voile sale, provoqué par l'agitation chaotique et insensée de dizaines de milliers de condamnés dans un espace clos. Les analystes militaires du quartier général du Pharaon surveillent attentivement la position des ombres sur le sable. Ils calculent mathématiquement le niveau d'épuisement de l'adversaire. Chaque heure passée sous les rayons directs du soleil réduit radicalement la capacité de combat des envahisseurs. Pendant ce temps, les fantassins égyptiens reçoivent leur ration d'eau selon un horaire strict, provenant de réservoirs arrière protégés.
Une logistique rigoureuse décide de l'issue des guerres de l'âge du bronze. Les ennemis commencent à percevoir clairement la cruelle vérité. La route vers le Nil bienfaisant est totalement barrée. Derrière eux, il ne reste que le désert aride et brûlant. Il n'y a nulle part où fuir. Les lourds chariots transportant les femmes et les enfants sont enlisés à jamais dans la boue frontalière. Le piège du pharaon Merneptah a fonctionné impeccablement. Le désespoir pousse les nomades à des mesures extrêmes et irrationnelles. Des rituels sanglants et fiévreux commencent. Les prêtres des tribus égorgent en hâte le dernier bétail décharné, tentant d'apaiser leurs dieux muets. Le sang épais est instantanément absorbé par le sable brûlant. Des prières hurlantes, tournant aux cris aigus, sont adressées à un ciel indifférent. Cependant, ces actions chaotiques ne font que semer une peur primaire devant la catastrophe imminente. Le fracas des rituels se brise, impuissant, contre le silence de glace de la machine de mort égyptienne. L'armée régulière de l'Empire attend, tout simplement. Les défenseurs de la civilisation savent que le soleil brûlant fera la moitié de leur sale besogne. À midi, le vent tombe complètement. L'air devient épais, lourd et insupportablement chaud. La température dans le couloir étroit entre les marais et les dunes atteint un seuil critique. Des hommes commencent à tomber raides morts d'insolation, sous les roues de leurs propres chariots. Personne n'enlève les corps. La mort devient le décor banal de cette journée. L'état-major égyptien observe de sang-froid l'agonie de l'adversaire. Personne n'éprouve de pitié. La sécurité de l'État ne tolère aucun sentimentalisme. Un grondement soudain déchire l'air brûlant. L'un des détachements de mercenaires ne supporte plus la pression psychologique colossale. Quelques centaines de guerriers s'élancent en hurlant. Ils se jettent aveuglément vers les marais, espérant trouver le salut dans l'eau trouble. Leurs armures lourdes les tirent instantanément au fond de la fondrière. Ceux qui ne se noient pas deviennent des cibles faciles pour les tireurs d'élite égyptiens. Le sifflement bref des flèches de roseaux légères, des clapotis sourds, et de nouveau, le silence. Cette tentative de fuite avortée marque le point final. Les migrants condamnés, rejetant leurs dernières hésitations, comprennent l'unique vérité qui leur reste. Il ne leur reste qu'une seule voie, la voie de l'avant. Les tribus disparates commencent à se rassembler lentement en une horde massive et incontrôlable, oubliant leurs différends face à l'affrontement inévitable. Les dissensions s'effacent devant l'imminence du choc frontal. Les tribus disparates oublient les vieilles rancunes à la vue des lourds chars égyptiens sur les flancs. Elles finissent par se fondre en une horde massive et incontrôlable. Ce n'est plus une alliance de chefs indépendants, marchandant influence et ressources autour des feux nocturnes. C'est une foule gigantesque, piégée dans un étau géographique et aveuglée par la soif. Les ennemis d'hier se tiennent silencieusement côte à côte. Les nomades libyens en tunique légère emboîtent le pas aux mercenaires chardanes lourdement cuirassés. La hiérarchie sociale complexe disparaît. Il ne reste que l'impératif physiologique brut. Survivre à tout prix. L'air brûlant tremble lourdement au-dessus des rangs serrés des nomades. Une poussière grise et épaisse se dépose sur les visages gercés. Ils fixent droit devant eux. Là, se dresse le mur monolithique et géométriquement parfait des boucliers égyptiens. Les écailles de bronze des cuirasses reflètent impitoyablement les rayons directs du soleil. L'éclat aveuglant du bronze affûté cisaille physiquement les yeux des nouveaux venus. Le chef libyen, Mériet, s'avance au tout premier rang. Il ne donne plus d'ordre tactique. La foule de plusieurs milliers de personnes n'entendrait tout simplement pas ses paroles par-dessus son propre grondement. Il fixe le seul vecteur d'attaque restant. Le chef
lève haut sa lourde épée. La lame large accroche un rayon de soleil aveuglant. Il hurle d'une voix brisée. Le son se noie instantanément dans le rugissement primaire croissant de dizaines de milliers de poitrines. La foule lui répond par un hurlement sauvage et ininterrompu. C'est le cri des hommes condamnés. Un fatalisme cruel efface totalement les restes de pensée rationnelle. Toute cette masse colossale de chair en sueur et de métal est prête à se jeter aveuglément sur les lances pointées. Ils comprennent la logique simple du moment. Percer la ligne de défense ou rester à jamais dans ce défilé fétide. La géographie de Périrée ne leur a laissé aucune issue de secours. À l'arrière, près des chariots, les femmes commencent à frapper rythmiquement les ridelles des voitures avec des bâtons de bois. Le vacarme crée un fond sonore pesant et oppressant pour le début du carnage. Derrière le mur aveuglant des boucliers égyptiens, une logique radicalement différente est à l'œuvre. Il n'y a pas de place pour la fureur primitive ou les élans individuels. C'est l'efficacité sans âme et carnassière d'une armée régulière qui règne. Le silence pesant de la formation égyptienne est rompu par un roulement de tambour assourdissant. Un coup, une pause. Un coup. Le grondement sourd résonne dans la poitrine de chaque soldat sur le terrain. Ce son est conçu exclusivement pour la synchronisation mathématique des mouvements de cette colossale machine de guerre. La phalange égyptienne fait un court pas en avant. Des milliers de lances de bronze s'abaissent simultanément en position de combat selon un angle précis. Les commandants passent silencieusement le long des rangs arrière. Ils vérifient méthodiquement la tension des cordes sur les arcs composites. Ils comptent pédantement les flèches dans les carquois. Chaque flèche a une valeur d'inventaire stricte. Chaque unité de munitions est comptabilisée par les scribes de l'État. Et chacune a l'obligation de trouver une cible précise dans la masse qui approche. En ces instants précis, alors que le soleil printanier de l'an 1208 avant notre ère atteint son zénith absolu, les généraux donnent leurs dernières instructions. Les mots sont d'un pragmatisme extrême. Ne pas faire de prisonniers dans les premières heures du combat. Achever tous ceux qui tombent. Les officiers articulent clairement la motivation principale. Ils désignent de leur court glaive de bronze ce qui se trouve derrière eux. Là, s'étend la riche vallée du Nil. Là, se trouvent les greniers à grains remplis. Là, les attendent leurs propres familles. Une percée de cette étroite ligne défensive signifierait la destruction physique totale de l'État. Personne dans les rangs n'éprouve de haine envers les migrants épuisés. Les soldats de l'Empire ne méprisent pas l'ennemi. Ils ont simplement l'obligation de liquider méthodiquement la menace. C'est une procédure bureaucratique froide, traduite dans la langue du métal. Le salut de la civilisation exige une extermination impitoyable pour préserver les vies à l'arrière. Le tempo des tambours s'accélère inexorablement. Ils se font en un bourdonnement continu. La distance entre deux mondes incompatibles commence à se réduire à toute vitesse. La horde des migrants s'ébranle. La terre sèche tremble sous les coups synchronisés de dizaines de milliers de pieds. Les chardanes lourdement armés s'élancent en avant dans un rugissement. Leurs nouvelles épées de taille sont levées pour le premier coup fatal. La vitesse de rapprochement dépasse soudainement les calculs initiaux des commandants égyptiens. L'infanterie lourde ennemie charge trop vite, réduisant de manière critique la distance de tir. La poussée désespérée menace de briser la défense statique par une seule vague cinétique massive. Les officiers égyptiens abaissent brusquement leurs sceptres. 3000 archers lâchent simultanément leurs cordes. Le bois craque de manière menaçante. Les premiers rangs des assaillants lèvent la tête
et voit le soleil disparaître totalement derrière un voile noir et dense de milliers de flèches de roseaux, s'abattant directement au cœur de la foule. La chair à canon des tribus de première ligne est jetée par les chefs à une mort certaine, uniquement pour épuiser les munitions des défenseurs. L'épuisement des munitions des défenseurs s'avère être une illusion catastrophique pour les chefs nomades. La logistique d'État égyptienne s'est préparée à cette journée de manière absolument irréprochable. Les immenses arsenaux de l'arrière fournissent des flèches sans interruption. À la première nuée noire succède une deuxième, puis une troisième. Une salve meurtrière de dizaines de milliers de flèches de roseaux aux lourdes pointes de bronze s'abat sur la masse compacte des assaillants. L'air vibre sous une tension colossale. Il n'y a absolument nulle part où s'abriter. La distance entre les hommes qui courent est trop faible pour toute manœuvre. Les légères tuniques de cuir des premières tribus libyennes sont transpercées de part en part. Les corps tombent par dizaines sur le sable brûlant. Un hurlement strident s'élève vers le ciel blanc. Ce n'est pas un cri de rage. C'est le son d'une douleur massive et soudaine. Les chefs ont poussé les premiers rangs à l'abattoir comme de la vulgaire chair à canon. Ils espéraient submerger les Égyptiens sous les cadavres de leurs propres frères. Aveuglés par le fanatisme, les leaders n'ont pas tenu compte de l'essentiel. La physique de la peur humaine brise toute tactique offensive plus vite que le métal. Les premiers rangs des assaillants reculent instinctivement. Terrifiés, les hommes portent les mains à leur visage avant de faire volte-face brutalement. Dans leur reflux, ils percutent le mur compact des migrants qui suivent. À l'arrière, les rangs ne voient rien à travers l'épais rideau de poussière soulevé. Ils continuent de pousser aveuglément, avec acharnement, mus par les cris stridents des commandants et la peur panique de s'arrêter. Une bousculade mortelle s'amorce. La collision frontale de ces deux flux humains dans un espace restreint brise la formation de la coalition. Les hommes trébuchent sur ceux qui sont tombés, s'écroulent sur le sol brûlant et ne se relèvent plus, instantanément piétinés par des centaines de pieds, ceux de leurs propres frères. Les hampes en bois se brisent. Les épées longues s'entravent dans une promiscuité insupportable. Les armes nouvelles, pourtant redoutables, s'accrochent inutilement aux baudriers d'autrui. L'assaut s'étouffe sous sa propre masse puissante. Derrière leur ligne de boucliers, les fantassins égyptiens opèrent comme un mécanisme d'horlogerie parfaitement huilé. Un pas, une fente, un coup de lance, retrait. Point de romantisme ici, point de duel héroïque de l'âge du bronze. Rien qu'une besogne monotone et sale pour liquider la menace. C'est à ce moment de tension paroxystique que les généraux égyptiens abattent leur argument majeur. Sur les flancs, retentit le son strident des trompes de cuivre. Aux extrémités du dispositif, la ligne de boucliers lourds s'écarte soudainement, ouvrant des couloirs tactiques. Dans un fracas assourdissant, les chars de combat égyptiens s'en extraient. La terre tremble. Les origes ont attendu cet ordre pendant de longues heures épuisantes sous un soleil de plomb. Leur agressivité contenue explose enfin. Coups de fouet cinglants, hennissements de chevaux. Les lourdes machines de guerre atteignent leur vitesse maximale sur les sols fermes bordant le piège mortel. Lancés à pleine allure, les chars percutent les flancs non protégés et chaotiques des migrants en déroute. Les essieux de bois broient les rangs ennemis. Les sabots enfoncent les corps à terre, profondément dans la boue fétide de Périrée. Ce n'est pas un combat de manœuvre pour unité d'élite. C'est une moisson impitoyable et méthodique. En quelques minutes, les charges de flanc des lourds attelages scellent l'issue des premières heures de cette bataille générale pour la survie. Les chars taillent de larges brèches dans la foule humaine. Les conducteurs font virer leurs chevaux de sang-froid et frappent à nouveau. Les sables jaunes se teintent abondamment de pourpre.
Les mercenaires Sherden tentent désespérément de se regrouper pour contrer la menace mobile, moulinant de leurs longues lames tranchantes. Mais la vitesse des attelages leur ôte la moindre chance de porter un contre-coup précis. L'une des roues en bois d'un char égyptien heurte une pierre dissimulée sous le sable. Les rayons craquent bruyamment. La machine s'incline dangereusement, mais une inertie colossale l'entraîne vers l'avant. Le char se transforme en un bélier incontrôlable. Les chevaux percutent de plein fouet la masse compacte des mercenaires, écrasant leur formation tant vantée. Dans la brèche ainsi créée, l'infanterie fraîche égyptienne s'engouffre aussitôt. Les lourdes haches de bronze assènent des coups fatals aux ennemis désorientés. 3 heures seulement après le choc frontal, l'agressivité des colons s'évapore sans laisser de traces, remplacée par une impuissance paralysante. Une panique aveugle saisit ceux qui se retrouvent pris au piège, broyés au centre de la nasse. Désespérés, les hommes jettent leurs armes coûteuses et s'arrachent leurs lourdes armures. Ils tentent d'escalader les corps des vivants et des morts pour s'extirper de la zone de mort. L'air est saturé d'un mélange étouffant de poussière, de sueur saline et d'une âtre odeur métallique. Respirer devient physiquement insupportable. La machine de guerre égyptienne continue de tourner sans le moindre raté. Les officiers, le visage de marbre, hurlent le désordre bref sans discontinuer. À l'arrière, les rangs acheminent sans relâche de l'eau et des lances de rechange aux unités de première ligne. Le mécanisme de la civilisation broie méthodiquement la horde chtonienne. Les manœuvres brutales des chars et l'extermination systématique scellent à jamais le destin de toute une région. La coalition des migrants perd toute forme. La formation militaire n'existe plus. Cette foule de plusieurs milliers d'âmes se transforme en une masse à l'agonie. Dans un rugissement sourd, les fantassins égyptiens font un nouveau pas synchrone vers l'avant. Le cercle infranchissable des grands boucliers progresse de manière monolithique, ne laissant plus d'espace pour la moindre manœuvre. Des milliers d'yeux terrifiés cherchent leur chef. La foule espère sincèrement un miracle ou un ordre salvateur. Mais là où, le matin même, s'élevait fièrement l'étendard de la coalition, le chef Mérier lui-même prend la décision qui gravera à jamais son nom dans les listes de l'infamie des temples. Les listes de l'infamie s'allongent instantanément. Mérier contemple avec une horreur non dissimulée le mur monolithique des boucliers égyptiens qui avance. Il voit clairement son grand rêve de terre fertile s'effondrer impitoyablement dans la poussière. L'instinct primaire de survie paralyse aussitôt toute fierté de souverain nomade. Le leader de la coalition unifiée prend la décision la plus lâche de cette longue et sanglante journée. Ses doigts tremblants lâchent prise. Son lourd arc composite tombe avec un bruit sourd dans la poussière brûlante de la route. Le chef rejette précipitamment ses sandales de cuir. Ses pieds nus lui donneront la vitesse nécessaire pour s'enfuir. Il tourne brutalement le dos à son armée agonisante et se dissout lâchement dans l'épais rideau de sable du désert. Il abandonne absolument tout à son sort. Ses vastes tentes de campagne, son argent pillé lors des combats, ses nombreuses épouses et ses enfants en bas âge. Cette fuite éperdue est à jamais documentée par les fonctionnaires de la cour. Comme il est gravé dans la pierre, il a fui, et la peur était dans son cœur. Mais il n'y a pas d'obscurité nocturne salvatrice. Il n'y a que le soleil aveuglant de midi et un effondrement militaire inconditionnel. En une seconde, la horde de plusieurs milliers d'hommes se retrouve décapitée. Les fantassins égyptiens voient distinctement la fuite honteuse du chef ennemi. Le silence pesant
de leur rang rigoureux, explose soudainement. Des milliers de gorges sèches poussent simultanément un rugissement primal, assourdissant. La discipline cède un instant la place à une fureur froide et contrôlée. Le mur défensif monolithique se fragmente en détachements mobiles et rapides. Dans un élan puissant, les Égyptiens percent la ligne ennemie amincie et vacillante. La pointe de l'attaque de l'infanterie lourde cisaille impitoyablement la foule démoralisée en fragments isolés. Toute résistance organisée est définitivement brisée. 6 heures de manœuvres incessantes et épuisantes sous un soleil de plomb portent leurs fruits cruels. L'immense coalition se transforme en une masse de fuyards aveuglés par la panique. Des hommes, en plein désespoir, jettent leurs lourdes épées au sol. Ils tombent à genoux, dans la boue visqueuse de Périrée, se cachant convulsivement la tête entre les mains, dans une vaine tentative de survie. Les mercenaires Sherden, qui inspiraient encore la crainte le matin même, avec leurs nouvelles lames longues, s'entassent désormais misérablement en tas compacts et sans défense. Les haches de cuivre de l'avant-garde égyptienne leur portent des coups rapides et fatals. La machine de guerre de l'Empire ne montre pas le moindre signe de fatigue. Les officiers, avec un calcul de glace, désignent de nouvelles cibles au lancier. Les soldats exécutent leur sale besogne de manière monotone et rythmée. La rupture du front ouvre au régiment d'assaut une voie libre vers les arrières de l'ennemi. L'infanterie légère égyptienne s'engouffre dans le gigantesque campement de tentes. Le dernier bivouac des migrants condamnés est immédiatement livré au pillage total. C'est ici, dans l'ombre épaisse des chariots grinçants, que se terrent les restes de la horde brisée. Des femmes en pleurs, des vieillards blessés et des enfants terrifiés se serrent les uns contre les autres, acculés contre les lourdes charrettes de bois. Comme des rats dans une immense cage qui vient de se refermer. Les soldats de l'Empire invincible nettoient méthodiquement secteur après secteur. Un lancier égyptien, le souffle court après une longue course, tranche avec application les cordes de fixation d'une grande tente de cuir. D'un geste brusque et exercé, il écarte le pan de toile poussiéreux. À l'intérieur, la famille d'un guerrier libyen tué se recroqueville de terreur. Aucune colère, aucun sadisme ne se lit sur le visage noirci de suie du soldat égyptien. Rien qu'un inventaire strict et pragmatique du bétail humain capturé. Les prisonniers sont saisis brutalement au pied des roues massives des chariots, leurs mains liées, sans ménagement, avec d'épaisses cordes de roseaux. Les espoirs de tout un peuple nomade pour une grande migration sont définitivement réduits en poussière sous les sandales des soldats de la garnison. Le rêve d'un nouveau foyer fertile s'achève brutalement dans les lourds carcans de bois. La poussière épaisse commence à retomber lentement, à contre-cœur, sur la terre piétinée. Le champ de bataille près de la forteresse de Périrée se transforme en une nécropole grandiose et silencieuse. La sauvegarde de la stabilité de l'Égypte antique est payée par des sacrifices humains colossaux. Les sables de la frontière occidentale se teintent d'un rouge sombre et profond. L'air devient physiquement pesant, imprégné de l'odeur âcre de la sueur, de la peur et du cuivre chaud. C'est à ce moment que s'enclenche l'étape la plus sinistre de la bataille. Le décompte bureaucratique pédant des tombées. L'appareil du pharaon vieillissant exige des statistiques précises et vérifiables de l'efficacité militaire. Des scribes, munis de longs rouleaux de papyrus, s'avancent d'un pas décidé sur la ligne de front jonchée de cadavres. Ils enjambent avec dégoût
les lances brisées et les boucliers de bois éclatés. Un ordre strict et indiscutable a été donné aux soldats. Pour recevoir la récompense promise, il faut présenter une preuve matérielle de la liquidation. Les lourds couteaux de l'armée s'abaissent de manière monotone. Commence alors l'ablation systématique et de sang-froid des mains droites et des phallus de dizaines de milliers d'ennemis vaincus. Ces trophées atroces et sanglants sont méthodiquement empilés en monticules qui croissent rapidement devant les tentes d'apparat des généraux. C'est la mathématique sèche et impitoyable de la survie de l'État. Des dizaines de milliers de vies fauchées se transforment en simples traits verticaux sur des tablettes comptables poussiéreuses. Un jeune scribe de la capitale trempe avec soin sa fine tige de roseau dans l'encre noire. D'un geste machinal, il chasse une mouche charognarde importune de sa joue. Il trace avec concentration un nouvel hiéroglyphe régulier sur le papyrus, enregistrant banalement une énième centaine de mercenaires étrangers morts. Il se moque éperdument de la tragédie globale d'une tribu entière anéantie. Son seul souci est la perfection irréprochable de son rapport trimestriel pour la trésorerie principale. La roue lourde d'un char de combat passant à proximité écrase dans un craquement sonore une épée longue jetée dans la boue. L'arme innovante et mortelle des envahisseurs s'est révélée absolument inutile face à un système d'oppression organisé et sans âme. Le soleil couchant de l'an 1208 avant notre ère éclaire faiblement l'ampleur grandiose du carnage qui vient d'avoir lieu. Une immense armée de colons désespérés a été rayée de la surface de la terre en une demi-journée. Voilà à quoi ressemble le salut de la civilisation de l'âge du bronze. Point de belles légendes, de la boue, une chaleur exténuante et le décompte méthodique des cadavres par morceaux. Les barbares croyaient sincèrement en leur nouvelle lame de bronze et en leur rage aveugle. Ils n'ont prouvé qu'une chose: toute agression est impuissante face à un empire capable de transformer froidement un génocide de masse en un sec registre d'inventaire. Le monarque vieillissant reçoit personnellement ce registre sur le terrain même, jonché de dizaines de milliers de corps mutilés. L'air est épais de l'odeur étouffante du sang qui refroidit et du cuivre brûlant. Mais le visage du pharaon Merneptah reste absolument impassible. Il écoute attentivement la voix monotone du grand scribe lisant les chiffres finaux, mathématiquement vérifiés, des pertes de la coalition ennemie. Plus de 6000 guerriers libyens tués. Des milliers de mercenaires cherdènes lourdement armés anéantis. Des centaines de lourds chariots de bois pillés. Ce n'est pas seulement une victoire tactique d'une armée régulière. C'est l'annihilation totale et systémique d'une menace existentielle. Le souverain de l'Égypte antique fait un bref geste d'autorité. Le son aigu et perçant des trompes de guerre en cuivre retentit au-dessus des convois brisés de la horde stoppés net. Le pharaon donne l'ordre d'arrêter immédiatement la tuerie. Cette décision n'est nullement dictée par une soudaine poussée de clémence sénile. Continuer de tuer devient logistiquement peu rentable. Les morts n'apportent aucune utilité pratique à l'État. Ils ne bâtissent pas de temples, ne creusent pas de canaux d'irrigation et ne tiennent pas la lance dans les garnisons. Un prisonnier vivant et sain a une valeur marchande et militaire concrète. La machine bureaucratique récupère pragmatiquement son dû. Sur le lieu même de ce carnage sans précédent, le souverain ordonne d'ériger une stèle de victoire massive en granit sombre. Les meilleurs tailleurs de pierre quittent déjà la capitale pour graver à jamais sur la surface dure les mots du triomphe absolu. Comme il est écrit dans la pierre, la semence des ennemis a péri sans retour, et la Libye insoumise
est devenue une veuve inconsolable par la puissance de l'Égypte. Le texte proclame officiellement que le souverain divin a apporté sur terre une paix éternelle. Mais ce bel édifice politique est entièrement tissé du calme hypocrite d'une vallée du Nil temporairement sauvée. Dans les salles fraîches et ombragées des palais de Memphis et de Thèbes, les grands prêtres brûlent en abondance les encens les plus chers. Ils louent bruyamment leur Dieu, narrant à la foule la victoire prédestinée de l'ordre sur le chaos originel. La noblesse retourne avec soulagement à ses banquets luxueux, certaine de sa propre exceptionnalité et d'une sécurité inébranlable. Ils ferment les yeux avec application sur cette vérité terrible qui continue de faire rage juste derrière leur fort frontalier. Tandis que l'Égypte, repue, fête son salut local, tout le reste du monde civilisé de l'âge du bronze continue de se consumer irréversiblement dans les flammes d'un effondrement systémique global. Les grands royaumes, partenaires commerciaux d'hier, se transforment en ruines fumantes. Des centaines de cités portuaires, autrefois prospères, sont effacées des cartes. Aucune prière n'a sauvé l'immense empire des Hittites d'une destruction totale. Aucune alliance dynastique n'a préservé les palais de Mycène des flammes. L'État sur les rives du Nil n'a survécu à ce carnage que parce que son chef s'est montré prêt à verser des fleuves de sang étrangers sans la moindre hésitation morale. Pendant ce temps, sur les bas-côtés des routes poussiéreuses menant au cœur du pays, se joue le final cruel de cette migration de masse. Des milliers de prisonniers survivants, étroitement enchaînés dans de lourds carcans de bois, sont agenouillés avec résignation dans la poussière jaune. Les fiers guerriers libres d'hier attendent désormais en silence leur sort d'esclaves. Les gardes-chiourmes activent méthodiquement les soufflets de petites forges de campagne. Les fers à marquer s'échauffent jusqu'à une incandescence blanche. L'odeur nauséabonde de la chair brûlée se mêle à l'épaisse fumée des brasiers et à la puanteur des corps épuisés. On marque brutalement les cartouches royaux officiels sur les épaules des mercenaires captifs. La grande puissance digère physiquement ses ennemis vaincus. On remettra bientôt à ces étrangers, fraîchement marqués, des boucliers égyptiens standards et des épées de bronze. Ils sont immédiatement incorporés dans l'armée régulière en tant qu'esclaves mercenaires sans droit. Le pouvoir résout avec un cynisme de glace le problème de ses propres pertes militaires. L'Égypte antique pose consciemment les fondations de ses guerres à venir sur les os brisés de ses ennemis vaincus. Les agresseurs d'hier seront contraints de tenir jusqu'à la mort pour protéger les greniers repus d'autrui contre les migrants suivants. La nouvelle et rude réalité géopolitique prend définitivement forme à l'issue de l'an 1208 avant notre ère. La vieille illusion d'une sécurité éternelle est brisée. La menace lourde et imprévisible d'invasion constante venant de la mer et du désert plane à jamais sur les terres fertiles. L'horreur de l'invasion se répétera méthodiquement, encore et encore, épuisant l'économie jusqu'à ce que le vieux monde du bronze ne s'effondre définitivement dans les ténèbres des siècles. La survie temporaire d'un seul mécanisme bureaucratique a été généreusement payée par la mort sans gloire de dizaines de milliers de gens désespérés. La tragédie des uns devient toujours l'instrument de survie le plus efficace pour les autres. C'est là que réside l'indifférence froide et impartiale de la marche inexorable du temps, broyant les os des rois et des nomades avec la même insensibilité. Le cycle global de l'histoire se referme hermétiquement. En étudiant les rapports secs des analystes antiques et les inscriptions triomphales, on voit clairement l'envers glacial de la survie. Aucune richesse accumulée ne sauvera une civilisation
si elle désapprend soudainement à tenir ses rangs militaires. Aucun grenier débordant n'a d'importance si l'Empire n'est pas prêt à tuer de manière systémique pour les préserver. La diplomatie habituelle s'est révélée impuissante face à un effondrement climatique et économique total. L'histoire ne pardonne jamais la faiblesse ou les hésitations morales dans les moments de menace critiques. Toute société comptant sur des accords humanistes au lieu d'un cuivre solide et bien affûté s'effondrera inévitablement sous la pression monstrueuse de hordes affamées, poussées à leurs limites absolues. Dites-moi maintenant, en regardant attentivement les ruines décomposées des grands États déchus du passé, si demain, à l'horizon de votre propre stabilité repue, apparaissaient des millions de migrants affamés, fuyant une mort certaine, ouvririez-vous sincèrement vos frontières à ces gens désespérés, tentant naïvement de négocier un droit à la merci dans un monde qui s'écroule? Ou préféreriez-vous, sans la moindre hésitation, ériger un mur infranchissable fait de dizaines de milliers de cadavres pour que votre propre monde habituel vive ne serait-ce qu'un court jour de plus?